Donc maintenant, on passe sur effectivement la deuxième partie de la vidéo, donc sur ADK, l'overview de la librairie ADK. Donc une fois que vous avez défini le but de votre agent, vous pouvez le designer avec ADK, designer des interactions qu'il va avoir avec l'utilisateur, puisque ADK est une toolbox, une boîte à outils, avec un framework pour gérer l'entièreté du cycle de vie d'un agent. Donc, vous pouvez donc faire le design de l'agent, des interactions qu'il peut avoir, créer des outils, configurer comment est-ce que l'agent va se connecter sur des bases de données, sur des MCP et autres, même des identités d'agents. Vous pouvez tester en local et puis débugger et puis avoir tout le tracing des agents dans le système de tracing de l'ADK et évaluer et itérer pour déployer. Donc en fait, tout le système, tout le workflow pour créer des agents est permis par ADK. Donc ça, c'est assez confortable. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme architecture au sein de ADK? Donc on a des agents, on a plusieurs parties. Donc on a une partie d'orchestration, orchestration des agents. Donc, on va avoir le profil des agents, on va avoir leur but, on va avoir les instructions qui vont se retrouver finalement dans le prompt. Mais on va aussi avoir la gestion de la mémoire. On va être en capacité de gérer de la mémoire court terme, par exemple pour les interactions de type chatbot, ou de la mémoire long terme avec de l'enregistrement dans des bases de données, dans des systèmes de fichiers, pour que quand vous reveniez ou quand l'agent se réactive, il puisse savoir où est-ce qu'il en était. Et puis, grâce au modèle, on va avoir justement ces capacités de reasoning et de planning qui vont être plus ou moins importantes selon qu'est-ce qu'on demande à l'agent de faire. Donc, plus ce qu'on demande à des gens de faire est compliqué, plus il faut prendre un gros LLM, plus l'agent doit faire quelque chose de simple, plus on va prendre un petit LLM qui va être spécialisé dans ce qu'on lui demande de faire. Donc, des enjeux d'orchestration. Voilà, donc effectivement, à chaque fois, on a l'IA générative, donc le modèle d'IA générative qui va effectivement permettre ces capacités de reasoning et de planning. ADK permet aussi de créer des outils, donc on a plusieurs types d'outils. On peut soit appeler des API directement, soit on peut appeler des fonctions du code. On peut transformer une fonction en un outil. L'intérêt de ça, c'est vraiment que usuellement, quand on fait du code, les fonctions, ils sont appelées dans un workflow qui est prédéterminé. Là, avec les agents, les fonctions vont être appelées quand le LLM décidera qu'il est intéressant d'appeler la fonction comme un outil. Et donc, on a cette flexibilité dans le workflow qu'on n'aurait pas avec de l'informatique classique. Connecté à des databases ou à des autres agents grâce à Agent to Agent Protocol. Et puis, on a aussi les skills, qui sont ces compétences décrites dans des fichiers qui permettent de faire que l'agent a des compétences, enfin, développe des compétences au moment où il considère qu'il en a besoin. Donc, les skills, ce sont des espèces de prompts qui vont être à l'extérieur du prompt et qui vont être importés dans le prompt quand l'agent va en avoir besoin. Du prompt, du code, des features. Voilà. Et donc, c'est cette idée de unfolding capabilities, donc des capabilities qu'on peut découvrir quand on en a besoin. Donc, on a différents types, à partir de ça, on a différents types d'agents. Donc, l'agent de base, c'est vraiment l'utilisateur qui pose un prompt à un agent, qui lui donne une réponse, mais cette réponse, elle est basée grâce à un LLM et puis à des outils. Bon, ça, c'est assez classique. Après, on a différents agents, en fait, ou des systèmes agentiques plutôt, qui vont être séquentiels. Donc, l'utilisateur va poser une question à un agent qui est en fait séquentiel. Donc, c'est un agent, c'est plutôt un système agentique qui va utiliser plusieurs sous-agents. Donc là, on a un sous-agent qui va faire une première tâche, un sous-agent qui va faire une deuxième tâche, un sous-agent qui va faire une troisième tâche. Et donc, en fait, on a un agent séquentiel qui va peut-être être plus important et qui va faire un workflow. Et enfin, le workflow est fixe dans ce cas-là. Mais ici, on va pouvoir utiliser justement des LLM ou des SLM, des Small Language Models, qui sont spécialisés sur des tâches. D'accord? Et donc réduire les coûts. Et pour moi, ce qui effectivement est le plus intéressant,
C'est le troisième type d'agent, les agents avec des boucles, où là, on a en fait donc un agent avec une boucle, qui va sous-traiter la première tâche à un sous-agent, qui peut avoir une deuxième étape avec un deuxième type d'agent. Et puis, on va avoir un troisième étape avec un sous-agent qui peut vérifier que la sortie de la deuxième étape est finalement suffisamment bonne pour être envoyée à l'utilisateur. Et sinon, si c'est pas suffisamment bon, l'agent il peut décider de renvoyer le résultat et de le remodifier en renvoyant une instruction au premier agent en lui disant bah voilà, tu as fait ça, je pense qu'il faut que tu changes ça, ça, ça et ça, change s'il te plaît. Et ça, on peut le faire en boucle. Et ça, vous l'avez peut-être vu dans certaines interfaces, on voit des réponses qui changent. Et ça, parce qu'on peut avoir les flux de réponses en temps réel, ça permet de boucler. Jusqu'au fait que les conditions de sortie soient suffisamment bonnes selon le dernier agent qui résonne sur le truc, pour effectivement renvoyer une réponse à l'utilisateur. Donc vous voyez bien que ici, sur l'agent qui va vérifier si ça marche bien ou pas, vous allez peut-être vouloir mettre un agent spécialisé sur une tâche de vérification ou un gros agent qui marche bien pour faire une tâche de vérification, alors qu'ici, vous allez peut-être vouloir mettre un agent moins cher qui est spécialisé sur juste une tâche. Donc en fait, votre rôle en tant qu'architecte d'IA agentique, c'est vraiment de choisir quel agent quel LLM, quel SLM vous mettez dans chaque tâche, et comment est-ce que vous architecturez vos IA agentiques. Et donc pour ça, justement, on peut avoir des agents coordinateurs. Donc effectivement, là, on peut avoir un agent qui, lui, va rerouter de manière dynamique des tâches vers des sous-agents selon la tâche. Et puis, on peut avoir le retour de résultats intermédiaires. Et puis, on peut aussi avoir des agents parallèles qui vont demander à des sous-agents de faire des tâches en même temps, parce qu'on sait que ça peut être relativement long pour un agent de faire une tâche. Donc là, il y a les enjeux de scalabilité. Donc, on peut demander à 100 agents de faire, je sais pas, 100 expériences distinctes et pour avoir des résultats plus rapidement que de façon séquentielle. Donc, ça, c'est les différents types d'agents qu'on fait. Donc pour moi, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est vraiment cet agent loop là. Et puis, effectivement, comment est-ce que ça marche, hein, les agents? Donc, par exemple, un utilisateur pose une question à un agent, et c'est l'agent qui va aller chercher des outils. Donc là, on peut avoir des outils Get Weather, par exemple, ou Get Current Time. Donc là, par exemple, là, l'utilisateur demande quel temps il fait à New York. Faut peut-être savoir, peut-être que l'agent-là, il décide que NYC, c'est New York City, et que donc, en fait, quand il appelle son outil de Get Weather, il sait que la ville, c'est New York qu'il faut mettre parce qu'il a la documentation de cet outil-là. Et en même temps, il a peut-être un autre outil pour avoir l'heure. Et donc, peut-être qu'en fait, cet outil pour avoir l'heure, il faut aussi le passer en paramètre de là pour retourner les résultats. Et l'agent, il reformule les résultats des deux outils et renvoie le résultat à l'utilisateur. Donc, en fait, l'agent, il choisit de façon dynamique les outils qui sont nécessaires pour l'exécution de la question posée par l'utilisateur. Mais sachant que cette question-là, on ne la connaît pas forcément à l'avance. C'est pour ça qu'on pourrait très bien avoir ici quelques dizaines d'outils, quelques centaines d'outils, ou alors des sous-agents qui eux-mêmes sont spécialisés par domaine avec des outils eux-mêmes. Et on peut avoir des agents qui appellent des agents qui eux-mêmes ont des outils. Tout ça dans une idée de gérer le contexte. Parce qu'on veut un contexte qui soit le plus petit possible. Et si on prend un seul agent avec tous les outils qui existent, on va se perdre. Donc en fait, on peut très bien avoir des agents qui sont experts domaine par domaine. Et en fait, l'agent va être un outil pour l'agent coordinateur central,
Et selon la question de l'utilisateur, l'agent central va appeler des sous-agents qui eux-mêmes ont des outils qui sont spécifiques pour des tâches données. Et ça permet de gérer de façon assez flexible un certain nombre de tâches différentes. Et on voit bien aussi que dans ce modèle-là, un agent ne sait pas si la question qui lui est posée est une question posée par un utilisateur humain ou par un autre agent. Et on a aujourd'hui des repositories d'agents. Donc, on peut très bien avoir sur la plateforme une dizaine, une vingtaine d'agents, une centaine d'agents qui ont des compétences et d'autres agents qui sont en lien avec des machines qui cherchent à faire des choses et il va falloir discuter entre ces agents qui ne vont pas savoir d'où vient la demande, en fait. Donc, les types d'outils qu'on a dans ADK, donc j'en ai parlé, il y a les function tools, donc c'est simplement des fonctions, des méthodes à l'ancienne de programmation. On a des agents qu'on peut appeler comme des fonctions, comme des tools. Et puis, ADK permet, on l'a vu un peu ici, Intermediate Output, permet effectivement de faire des appels à des outils qui sont des long running tasks. Hein. Et donc, avec l'event-driven, comme j'ai dit, architecture, le fait qu'on soit sur une architecture orientée événement, ça permet de laisser au back-end le temps pour faire des choses et que les agents soient activés au moment où les réponses sont là. Quoi, hein. Et ça, ADK permet de gérer ça. Après, dans ADK, on a la chance d'avoir des outils qui sont built-in, notamment Google Search. Et ça, c'est quand même très sympa. C'est-à-dire que l'IA, on peut lui dire, va chercher sur Google des résultats et trouve des choses. Du code execution, donc la capacité pour un LLM de créer du code et de l'exécuter dans une sandbox. Donc ça aussi, ça permet de faire des choses. Et du RAG. Bon, et puis après, il y a aussi les third-party tools. Donc, c'est compatible avec LangChain, avec RoAI et autres. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même assez flexible, c'est quand même assez large. Et ça se positionne vraiment comme un framework qui se veut standard universel pour développer tous ces IA. J'en avais parlé, pourquoi est-ce qu'on utilise des skills? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un skills? C'est des instructions, des best practices, des anti-patterns, des templates, tout ce qu'on veut pour définir qu'est-ce que c'est qu'une compétence finalement. C'est déclaratif, donc c'est en fait du prompt, c'est composable. Donc, en fait, on peut composer les skills les uns avec les autres et c'est extensible. On peut créer des skills. Mais l'idée vraiment, c'est cette gestion du contexte. Puisque comme on voit comment est-ce que ça marche, les skills, on a du progressive disclosure, donc de la découverte progressive. Si on devait décrire les compétences, c'est-à-dire les étapes à faire, le prompt nécessaire pour faire une tâche dans un LLM, je ne sais pas, qui aurait 200 000 ou même 1 million, je sais pas, 1 million de tokens pour Gemini, on aurait finalement des systèmes de prompt avec des instructions qui vont prendre beaucoup de place et qui vont être loadées tout le temps. Donc on aurait un contexte qui serait phagocyté par la description de ces skills. Avec les skills, en fait, on peut avoir juste 3 niveaux. Donc on a la metadata qui va être en fait un niveau de description du skill, qu'est-ce que le skills permet de faire. Un deuxième niveau qui vont être les instructions qui vont être cachées au départ à l'IA et qui sera effectivement chargé dans le prompt si l'agent décide qu'en lisant la description du skill, il en aurait besoin à ce moment-là. Et puis, on a même, si on a envie d'aller plus loin, des ressources du genre des scripts préécrits, des fichiers à aller voir, des références, des choses comme ça, qui vont encore être chargés si l'agent, l'IA, décide que ça pourrait être intéressant d'aller un step plus loin. Et donc,
Là, par exemple, je sais pas, si on dit que ça prend 50 tokens pour la description, 500 tokens pour les instructions et 5000 tokens pour les ressources, on voit bien que on a un facteur 10, donc un facteur 100 à chaque fois. Donc, si on a une vingtaine de skills, à 50 tokens par skill, ça peut faire 1000 tokens, par exemple. Mais si on avait à chaque fois 1000 et 5000 tokens des ressources, eh ben, ça ferait 100 fois plus, donc ça ferait 100 000 tokens de prix. Et 100 000 tokens dans le prompt, on atteint ce genre de problème qui est le problème de l'aiguille dans la botte de foin. L'IA se perdrait sans doute. Donc en fait, avec le skills, on lui donne juste la description du skills, et c'est à l'IA de choisir si elle a besoin de ce skills en lisant la description, pour charger dans son prompt les instructions ou les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif que l'utilisateur lui donne. Et donc ça, on ne sait pas à l'avance quand est-ce que l'IA va choisir de faire ça. Après, on a le MCP, donc ça, j'en avais déjà un peu parlé. Le MCP, donc c'est un standard pour connecter les agents avec des outils. À quoi est-ce que ça peut servir? Bah, ça permet en fait d'utiliser plus d'outils qu'avant, parce que sans le MCP, vous pourriez utiliser les outils que vous avez créés. Mais avec le MCP, vous pouvez utiliser des outils que vous découvrez et que vous laissez l'IA découvrir au fur et à mesure de ses besoins. Et donc, vous avez des serveurs de MCP qui vont décrire à l'IA les outils auxquels elle pourrait avoir accès. Et ça permet en fait des interactions plus importantes et plus sympas pour vos utilisateurs finaux, tout en permettant une couche de sécurité, puisque quand vous avez un serveur MCP, vous pouvez déterminer les conditions d'accès aux outils. Par exemple, est-ce que votre agent il a une carte d'identité? Est-ce que votre agent il a un user password? Des choses comme ça. Et après, vous pouvez avoir une couche de MCP devant votre base de données. Si vous avez un agent qui veut accéder à la base de données, il ne peut faire que ce qui est proposé par le MCP. Si votre agent, vous lui donnez directement accès à la base de données avec la capacité à créer du SQL, vous n'avez pas vraiment moyen que l'agent ne fasse pas un SQL qui supprime tout. Si vous mettez un MCP au milieu, vous pouvez mettre un MCP qui va déjà vérifier le SQL qui est proposé par l'agent, ou qui va juste donner les codes SQL qui sont autorisés. Et vous pouvez limiter l'accès à la base de données que à des fonctions de lecture, par exemple, en donnant dans le MCP la liste des opérations qui sont acceptables pour un agent. Donc ça permet le MCP de rajouter de la sécurité, des interactions plus riches grâce à plus d'outils pour vos agents. D'ailleurs, Google propose un MCP Toolbox qui est finalement une capacité pour un LLM à se connecter à plein de bases de données différentes. Donc quand vous avez un LLM, vous avez un MCP serveur. Le LLM demande la liste des outils au MCP. Le MCP répond avec la liste des outils disponibles, donc là avec tous ces outils-là, par exemple. Et quand un utilisateur a une demande, le LLM peut décider, par exemple, de faire une demande sur un outil qui serait une de ces bases de données, et le MCP serveur va permettre ou pas l'accès à telle ou telle base de données. Une fois que la base de données a fait son travail, le MCP, donc la base de données renvoie le résultat au MCP serveur, qui renvoie le résultat au LLM, qui renvoie le résultat au user. Ça peut paraître un peu chargé comme méthode, mais c'est ce qui permet la séparation des concerns, et c'est ce qui permet la sécurité. Et donc on a justement, comme je disais, finalement dans les tools, on a pas mal de types de tools, et on a notamment des tools, des MCP serveurs, et là on a par exemple un MCP qui permet de créer des inbox pour les agents.
Et ça, moi, si je suis dans un développeur et j'ai besoin d'un inbox pour mon agent, je sais pas j'ai pas forcément envie de recoder toute cette partie-là. Et je vais me connecter via le MCP à cette agent mail tool qui va me provider des outils, des fonctions qui seront précodés et sur lesquels l'IA pourra travailler. La même chose pour faire des appels téléphoniques, par exemple. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont annoncé chez Google que tous les outils Google sont MCP compliant. Donc vous pouvez vous connecter sur un MCP serveur avec ADK et appeler n'importe quel service de Google Cloud. Et ça ouvre quand même beaucoup le champ des possibles sur ce que l'IA peut faire en termes d'outils accessibles. Et ADK vient aussi avec un runtime, donc un endroit où l'agent va vivre. Donc ADK, donc dans le runtime ADK, vous avez donc le modèle, les outils, la gestion de la mémoire, la gestion des sessions, des artefacts des databases. Et la mémoire, elle peut être donc enregistrée soit dans une session, soit dans un storage, soit dans une database. Et ça, cet ADK, il va aussi permettre d'avoir tout ce qui est compréhension compréhension de là où ça va bien, là où ça va mal, des latences. Donc il y a de l'observability qui va être liée au runtime de façon intégrée avec la plateforme GCP. Et ADK propose effectivement le protocole agent to agent où les agents finalement vont avoir des cartes d'identité qui display sur le réseau et un agent peut décider d'appeler un autre agent, même d'une organisation à une autre, pour faire des choses. Et donc on peut avoir deux organisations qui vont discuter ensemble avec des agents. Et donc, il y a eu la Google Cloud Developer Keynote la semaine dernière. Et donc, ils ont annoncé effectivement la Gemini Enterprise Agent Platform. Donc, en gros, là, vous avez l'agent runtime qui est l'agent runtime de ADK. Donc, on a maintenant l'agent Identity, qui est cette carte qui explique qui est l'agent, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. On a les enjeux de session de mémoire et de modèle. On a l'observability pour détecter les latences, les boucles, qui appelle qui, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les réponses, quelles sont les questions, etc. Et puis, on a les enjeux de gouvernance avec effectivement un registry d'agents. Donc là, c'est vraiment le catalogue de vos agents que vous mettez à disposition. Et les policies, maintenant, dans GCP, vous pouvez déclarer un agent comme étant finalement un acteur sur la plateforme et vous pouvez donner des droits à un agent. Ils ont aussi annoncé un outil pour créer des agents de manière graphique à tester. Je peux encore tester. Voilà. Mais donc en conclusion, effectivement, donc les agents, c'est la prochaine frontière du software. On va au-delà du chatbot. On arrive sur des systèmes agentiques qui sont autonomes, qui apprennent en continu, qui font du reasoning complexe, qui font des boucles et qui sont collaboratifs les uns avec les autres. Donc l'enjeu, c'est vraiment la standardisation et la scalabilité, comment passer à l'époque à des choses en production. Donc, effectivement, les standards open et MCP, ça permet de faire de l'intégration d'outils et de la collaboration et de la sécurité. Et ADK permet de réutiliser tout ça et de s'intégrer de façon tout à fait rapide. Donc on est vraiment sur l'Agent Development Toolkit, qui est open source, et qui propose un framework pour toute la gestion du cycle des agents. Et c'est vrai que l'un des avantages quand même importants de ADK, c'est d'être complètement intégré dans Google Cloud, qui est quand même une belle plateforme, avec Vertex AI, Agent Builder, et
être production ready et pouvoir passer du POC à quelque chose de professionnel avec toute la sécurité, avec tout le management, avec le modèle Garden des différents types de modèles, et l'observabilité qui permet effectivement de comprendre qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal dans votre architecture agentique. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment en fait de construire de manière rapide des orchestrations d'agents qui soient stables, scalables et qui soient open avec des open agents. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Effectivement, je vous invite à lire ce que il y a un blog Google Cloud Next qui date du 22 avril, qui montre bien que l'IA agentique est quand même au cœur de la stratégie de Google. Très intéressant. Donc, ils ont annoncé Gemini Enterprise Agent Platform, l'AI Infrastructure, l'Agentic Data Cloud, l'Agentic Defense, l'Agentic Task Force, le Customer Success. Bon, voilà. Donc, vous voyez, les agents sont partout. Là, on n'a parlé que de ça, en fait. Enfin, on a un peu parlé de third-party agent. On a les enjeux de scalabilité. Donc, avec le runtime, on en a parlé. Les agent sessions, on en a parlé. La Johnson Box, on en a parlé. La mémoire, on en a parlé. Ce dont on n'a pas trop parlé, c'est Model Armor, qui est un outil pour protéger les modèles, c'est la sécurité sur les inputs sortis des LLM. L'Agent Identity, qui est quelque chose de nouveau et qui va prendre de plus en plus de poids. Les Policies Agent, ça c'est vraiment la possibilité dans IAM de rajouter des policies pour des agents comme pour les utilisateurs lambda. L'agent registry, la sécurité des agents, voilà. Et tout ça avec effectivement l'optimisation. Agent evaluation, on peut tester aussi comment est-ce que ça marche. La simulation, l'observabilité, l'optimisation. Voilà. Et effectivement, donc, les protocoles MCP, le RAG, les API collecteurs. Voilà. Eh ben, merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée. Au revoir.